Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour cette conférence de presse Charal dans laquelle nous allons vous présenter le projet de sponsoring voile avec Jérémy Bayou et la Charal Sailing Team. À défaut de pouvoir vous accueillir en présentiel, c'est une conférence de presse digitale, immersive et innovante que nous vous proposons. Vous allez d'ailleurs pouvoir poser toutes vos questions via le chat et le numéro de téléphone qui vous a été communiqué. Il y a 4 ans, Charal faisait une entrée très remarquée dans la course au large en annonçant son partenariat avec Jérémy Bayou. On se souvient tous de l'annonce du début de cette grande aventure et des temps forts qui ont suivi. Des temps forts que l'on va revivre grâce à ces images qui retracent les 4 années de ce projet sportif et humain exceptionnel. Regardez. J'ai pris une grosse expérience, je me suis régalé, et ben donc 2024. Des sensations de dingue sur un bateau extraordinaire, des larmes de joie, de doute aussi, beaucoup de travail, de passion, d'abnégation, des rêves, des émotions partagées. Depuis 4 ans, Charal fait partie de la grande histoire de la course au large. Et alors que le Vendée Globe 2020 s'est achevé et que se profile la Transat Jacques Vabre 2021, cette question qui se pose, quel chapitre de l'histoire Jérémy et Charal ont-ils envie d'écrire à présent? Et c'est pour y répondre que nous sommes réunis aujourd'hui. Et avant de se projeter vers l'avenir, eh bien, je vous propose de faire un bilan de ces 4 années de communication avec la directrice marketing de Charal, Stéphanie Bérard-Geste, me rejoint. Bonjour Stéphanie. Bonjour Virginie. Charal est attachée à des valeurs fortes, des symboles aussi, et cette journée du 4 mai n'a pas été choisie par hasard. Effectivement, oui, comme certains d'entre vous le savent peut-être, le 4 mai, c'est la journée internationale de la force qui a été imaginée par les fans de la saga Star Wars. Alors on trouvait le clin d'œil plutôt rigolo de parler de force, parce que bien sûr, la force, elle est dans notre signature de marque avec ce Charal Vivons Fort. Et elle a, je trouve, assez bien caractérisé ce projet ces dernières années, notamment lors du Vendée Globe. Alors notre histoire, elle a démarré en 2017 autour, bien sûr, des valeurs d'innovation et de performance avec la construction de l'IMOCA, le premier foiler de nouvelle génération, et surtout avec la construction de toute l'aventure humaine qui s'est tissée autour du projet. Nous avons fait le choix en 2017 du sponsoring, donc d'une manière de communiquer différente, plus expérientielle pour la marque. Et on va le voir à travers quelques images derrière moi. C'est surtout l'aventure humaine que je retiens aussi de ces 4 années. On a réussi vraiment à créer un lien fort avec nos consommateurs, avec les fans, avec le grand public. Et ça, on a réussi à le faire parce qu'on a créé des vrais échanges avec le team, avec Jérémy. On a fait adhérer le grand public et on l'a vu, on a eu un vrai soutien, notamment pendant le Vendée Globe, et ça fait chaud au cœur. Et de la même manière, en interne, il y a vraiment eu un très bel engouement autour du projet. Alors forcément, on a vécu 4 années fortes en émotion, du baptême aux premières courses, les victoires, les coups durs aussi. Certains diront qu'il y a eu quelques vents contraires, mais on a aussi trouvé un nouveau souffle. Et puis même si l'histoire elle est différente et pas celle que l'on a imaginée au départ, c'est une très belle histoire et c'est le fruit de tout ce que l'on a mis en place. On voit notamment que toutes ces courses, sur ces 3 grandes courses que l'on a fait, ça représente 7 millions de téléspectateurs. Alors, c'est un chiffre important qui montre l'exposition finalement de tels projets au grand public.
Mais encore une fois, avant de vraiment parler chiffres, je trouve que c'est ce qui fait rêver surtout, c'est l'émotion qu'on a créée, que j'ai aussi un peu envie de retenir de ces 4 années. Il y a vraiment eu aussi du partage au cœur de ce projet. Quels sont les outils justement qui vous ont permis d'entraîner le plus grand nombre de personnes dans cette aventure ? Alors, on a vraiment cherché finalement à activer tous les points de contact possibles, des villages départ, je dirais, au point de vente. On a essayé de toucher le plus grand nombre sur différents supports. Alors forcément, les villages de course, quand on veut faire de l'expérientiel, c'est clé. Puis ça a été des moments de partage privilégiés pour le grand public avec Jérémy, avec le team, avec Charal aussi, puisque ce sont nos équipes qui animent toujours les stands. Nos bouchers étaient présents sur place dans les ateliers. Donc voilà, que ce soit via une aventure sur la tyrolienne, un moment sport avec le winch distributeur, bien sûr, oui, voilà, les signatures d'autographes aussi qui sont toujours attendues, le photocall sur foil, qui était aussi une petite innovation à la Charal, et puis bien sûr les dégustations qui sont toujours très attendues autour de nos produits. Donc voilà, au final, sur l'ensemble des villages, c'est quand même 50 000 visiteurs qui ont eu vraiment un lien physique avec notre marque et un moment privilégié avec Jérémy lors d'un échange. Vous êtes allé à la rencontre du grand public aussi, des jeunes publics, des enfants, beaucoup. Aussi, effectivement. Donc, dès la Transat Jacques Vabre, on a souhaité mettre en place un kit pédagogique. Et puis, on est allé encore plus loin pour le Vendée Globe. Et ce kit, il a vraiment bien fonctionné. Il a été téléchargé plus de 11 000 fois sur notre plateforme. Et d'ailleurs, tout le travail que l'on a fait a été salué par la presse spécialisée qui nous a bien suivis tout au long de la course. Donc, ça, c'était plutôt chouette. Et puis, il y a eu les écoles aussi. Pour les écoles qui en faisaient la demande, il y a eu 8 000 kits qui ont été distribués. Et du coup, derrière, on a mis en place des visios avec les classes, avec les élèves et avec Jérémy. Et je peux vous dire que le soutien du jeune public, il a vraiment été sans faille pendant le Vendée Globe aussi. Et c'était vraiment chouette. Donc, forcément... Nous sommes la marque Charal, donc j'ai aussi un peu envie de vous parler de nourriture. C'est du partage aussi. Ouais, c'est du partage et du plaisir. Donc voilà, ça me semblait important de refaire aussi ce petit clin d'œil. Certes, Charal, on est 100% français, mais pour la première fois, on a fait faire le tour du monde à nos produits. Et pas que sur l'IMOCA Charal. Ils ont fait aussi faire le tour du monde sur d'autres bateaux. Et c'est ça aussi, je trouve, les belles valeurs de la voile. Et ça, c'est chouette. Et c'est justement notre engagement dans la voile qui nous a permis de créer cette gamme dédiée au sport intense de plein air. Ça a été un nouveau métier pour nous, pour les équipes en interne. On connaissait le rayon frais, on connaissait le surgelé, on a aussi appris l'apertisé. Donc c'était aussi une chouette expérience. Et l'interne qui est aussi allé à la rencontre de Jérémy, qui a vraiment fait partie de cette aventure. Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'il y a eu vraiment des vrais moments super sympas avec les 3000 collaborateurs de l'entreprise, puisque en 4 ans, il y en a certains d'ailleurs que Jérémy a rencontrés plusieurs fois lors de visites sur les sites, de moments privilégiés, signatures d'autographes, toujours échanges. Alors même finalement, les enfants des salariés ont envoyé énormément de dessins. Ça a été plutôt chouette aussi. Et forcément, même si le Covid, il a pu un peu clairement nous bloquer un petit peu ces derniers mois, je peux vous dire qu'il y avait une sacrée ambiance dans les couloirs devant les télés pendant la course. Et ça, forcément, c'est chouette. Et cette ambiance-là, on l'a fait vivre aussi à travers notre équipe commerciale sur le terrain, puisqu'on a aussi mis en place des animations en magasin. En tant que marque grand public, ça paraissait aussi un peu logique. Et sur le Vendée Globe notamment, c'est quand même 5 millions de packaging qui ont été customisés. Donc ça nous permet de démocratiser aussi la voile aux 4 coins de la France, de parler du projet à tout le monde. Et on a eu plus de 50 000 participants là au jeu concours, donc on était plutôt contents aussi de ce résultat en point de vente. Et les réseaux sociaux sont un bel outil aussi, on imagine un grand boom de ce côté-là également. Oui, et ils ont cette particularité, je dirais, si les villages, c'est la rencontre physique, les réseaux sociaux, c'est le quotidien. Et c'est vrai qu'au quotidien, on partage vraiment la vie du team, la vie de Jérémy, les émotions. À chaque fois qu'on envoie des vidéos de navigation, il y a des réactions de dingue. Donc c'est vrai que
au fil, finalement, la communauté, elle s'est construite avec nous, avec la marque, et elle a grandi avec nous. C'est quand même 20 000 fans gagnés sur Facebook. Instagram était tout petit, on a gagné 30 000 fans. Et ça, là, on se parle bien des réseaux Charal Sailing Team. C'est hors de nos réseaux Charal qui, eux aussi, relaient les grands temps forts, notamment, et les départs de course. Donc oui, c'est assez important, et c'est important. Et en termes de retombées médias, tu nous promettais des chiffres aussi tout à l'heure. Quels sont-ils ? Alors effectivement, toutes nos courses, on les a faites analyser par Kantar Media. Sur l'ensemble du partenariat, quand on se parle de retombées en équivalent d'achat d'espace, ça représente 10 millions d'euros pour la marque Charal et 23 millions d'euros pour Jérémy. Alors, je le précise, on se parle bien là de chiffres médias purs. On est hors social média, on est hors toute activation en magasin, hors plan de communication de la marque qui ont été faits. Donc, c'est important. On est vraiment sur des chiffres, on va dire, à minima, garantis et certifiés Kantar. Et si on fait un petit zoom sur le Vendée Globe, qui est la dernière course, on a analysé spécifiquement la visibilité aussi de la marque sur le Vendée Globe. Et ça a représenté 4,5 millions d'euros. Donc, la visibilité de notre logo, dont plus de 63% en télé, 30% en presse. Et ça a permis au bateau de se situer à la 4e position du Vendée Globe en termes de retombées médias et à Jérémy à la 7e position. On le sait pour une 13e place sportive, ce qui montre que le projet il a aussi été très suivi et qu'il a fédéré. Donc ça, on en est bien sûr ravis également. C'est un bilan très positif à tout point de vue. Oui, et puis au point de vue de l'image aussi, puisqu'on se disait on voulait faire un marketing plus expérientiel, donc forcément on a aussi regardé comment évoluer nos critères d'image, notamment ce qui était important pour nous, c'était les valeurs de force, de confiance et d'innovation qui ont vraiment significativement progressé ces dernières années. Et puis, la notoriété du projet, bien sûr. Alors, c'est bon, on partait de loin. Donc, entre décembre 2018 et décembre 2020, le partenariat, il a gagné 15 points de notoriété. Et la notoriété de Jérémy, elle a aussi également beaucoup progressé auprès du grand public. Et finalement, notre partenariat, il est aujourd'hui connu par presque un Français sur 3. Donc pour nous, c'est plutôt chouette. Voilà, en très peu de temps, on en est très content. Et puis forcément, on a encore envie de voir ces courbes grandir à l'avenir. On va en parler justement de l'avenir. Merci beaucoup Stéphanie pour ce bilan extrêmement complet et précis. Je te libère et je vais inviter maintenant le skipper de la Charal Sailing Team à me rejoindre, Jérémy Bayou. Bonjour Jérémy. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On te savait déjà redoutable à la barre d'un bateau de course, jusqu'au boutiste, perfectionniste. On savait que tu étais venu sur ce Vendée Globe pour la gagne. Il a fallu inventer, écrire une autre histoire dans laquelle tu t'es découvert. On t'a découvert aussi, tu nous as beaucoup ému, beaucoup touché. Stéphanie nous disait à l'instant à quel point ce projet était porteur de sens pour Charal. Toi, en tant que marin aguerri, que compétiteur, comme de partage aussi. Qu'est-ce que tu retiens de ces 4 années d'aventure avec les collaborateurs de la marque ? C'est vrai, ce qu'on voit essentiellement, c'est un marin en solitaire sur son bateau qui prend le départ d'une course. Ce que je retiens, moi, c'est vraiment l'aventure humaine collective, la fierté de représenter cette marque Charal, et puis le bonheur d'être allé à la rencontre des différents collaborateurs, des enfants, du public, comme le disait Stéphanie, d'avoir fait faire le tour du monde aux produits, mais aussi au dessin des enfants et à tout l'imaginaire des gens qui m'ont suivi. Donc ça, c'était vraiment un grand bonheur pour moi au long de ces 4 années. Alors on sait l'exigence que demande la capacité à s'aligner sur le départ d'un Vendée Globe. Tu n'as rien laissé au hasard sur ta préparation. Quel bilan, quel regard tu portes sur ces 4 années de mise au point du bonhomme et de la machine, j'ai envie de dire ? C'est une préparation qui est complexe, c'est une course qui est très très compliquée à terminer, le Vendée Globe, mais à préparer aussi. Je pense qu'on a fait du bon boulot, je considère qu'on était dans le bon timing, qu'on a la bonne équipe, qu'on a réussi à faire des belles épreuves de préparation avec des victoires, avec des échecs aussi, mais qui nous ont permis d'amener un bateau et un marin dans de bonnes conditions au départ du Vendée Globe, avec ce statut de potentiel favori. Alors après, la course s'est passée un petit peu différemment de ce qu'on avait imaginé, mais ça c'est le Vendée Globe. Justement, ce n'est pas le Vendée Globe que tu étais venu chercher au départ. Il a fallu trouver les ressources pour écrire cette autre histoire. On dit toujours qu'on se découvre dans l'adversité. Est-ce que c'est ton sentiment aujourd'hui ?
Ouais, le Vendée Globe, c'est une aventure humaine de folie. Alors cette fois-ci, c'était pour moi au paroxysme. Naviguer au solitaire et faire le Vendée Globe, on peut pas se cacher en fait. Et forcément, on se découvre et forcément, on va découvrir des faiblesses, mais on va aussi découvrir certaines forces. Et c'est vrai que ça m'a construit en tant que marin et en tant qu'homme. Et voilà, j'ai découvert énormément de choses cette fois-ci. Ouais. Et tu dis même être encore plus amoureux de cette course aujourd'hui. Ah, c'est une course que j'ai dans la peau, c'était ma 4e participation. Ça a rythmé ma vie depuis quasiment 20 ans maintenant. Et c'est vrai que d'avoir réussi à mener ce projet à bien et d'être allé au bout de cette course-là, ça me rend encore plus amoureux de cette course, effectivement. Ouais. Alors, tu es habitué à jouer aux avant-postes, à jouer la gagne. Il a fallu jouer différemment, pas avec ces adversaires auxquels tu t'attendais à être confronté. C'est évidemment frustrant, mais est-ce que ça t'a pas permis justement aussi d'apprendre une nouvelle façon de naviguer, très différente de tout ce que tu as fait jusqu'ici avec ton expérience ? Oui, effectivement, le fait d'être un petit peu en retrait, de ne pas être à la bagarre avec les leaders, fait qu'il a fallu naviguer différemment, trouver des motivations et des ressorts pour arriver à progresser et aller vite du début à la fin de la course. C'est sûr que ça enlève un petit peu de pression. Ça permet notamment en termes de stratégie d'être un petit peu plus libre et un petit peu moins contraint de la façon de naviguer ses adversaires, d'être plus concentré sur ce qu'on a à faire à bord. Et c'est vrai que c'était très enrichissant de ce côté-là. Ouais. Alors s'il fallait dresser un bilan finalement, quel est le sentiment qui prédomine ? Je suis très fier de notre préparation, je suis très fier de la collaboration avec Charal, je suis très fier d'avoir réussi à repartir et d'être allé au bout de ce Vendée Globe, d'y avoir trouvé énormément de plaisir, d'avoir découvert une nouvelle façon de naviguer. Et forcément, tout ça, ça me donne très envie d'y retourner. Oui, tu l'as dit d'ailleurs, avant même de poser le pied à terre, cette course, il faut l'avoir au fond des tripes et tu as cette envie d'y retourner. Qu'est-ce que tu viendrais chercher cette fois-ci ? Je crois que j'ai envie que ce projet me ressemble, j'ai envie que ce projet ressemble à Charal, que ça continue d'être une aventure collective, qu'on soit ambitieux, mais qu'on y prenne beaucoup de plaisir. Voilà, ça doit être à mon image, ça doit être à l'image de mon équipe. Je pense à Vincent Bayou qui nous a rejoint il y a 2 ans aussi. Ça va être aussi son projet, celui de Mathieu, celui de Stéphanie, celui de tous les gens qui nous accompagnent. Et voilà, aller au bout de ses idées, aller au bout de ses convictions, aller au bout de soi-même et y prendre du plaisir. Alors on revoit derrière toi les images de ce bateau, cet IMOCA qui d'entrée de jeu a été puissant, un premier IMOCA à foil conçu vraiment autour du vol. C'était un pari audacieux, un pari réussi. Ouais, c'est quelque chose de très particulier de faire un tour du monde avec un bateau, son bateau qu'on a construit, qu'on a imaginé. Je l'appelle Black Magic parce que quand on allume la mèche, le pétard fonce et quand on trouve... Alors c'est un bateau qui est un peu sauvage, qui était un petit peu sauvage au début, qu'on a appris à apprivoiser, qu'on a fait énormément évoluer. Pour en tirer toute la quintessence, vraiment, exactement. Sur la fin de la préparation. C'est des innovations sur le bateau, mais c'est aussi une façon de le mener, des tout petits réglages. Et c'est sûr que quand ce bateau-là est à l'équilibre et lancé à pleine allure, c'est juste fabuleux de naviguer dessus, c'est un réel bonheur. La réussite d'un partenariat repose évidemment sur des liens forts, des valeurs communes. Comment est-ce que tu décrirais la relation que tu as construite justement avec ton partenaire sur ces 4 années ? Ouais, c'est très fort. On travaille dans la transparence, on est en relation quotidienne avec tous les services marketing ou communication chez Charal. On ne se cache rien, on parle de sport, de technique, de marketing. Et on nourrit les mêmes valeurs de plaisir, de force, de qualité et d'innovation. C'est vraiment écrit en gros dans nos têtes. Et voilà, je pense que c'est pas une image, on pense vraiment ça en nous et je crois que ça colle vraiment à l'identité de notre équipe et à l'identité des équipes de chez Charal. On sent l'envie de prolonger l'histoire et justement on va parler de la suite avec le directeur du groupe Bigard que j'invite maintenant à me rejoindre, Mathieu Bigard. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Alors quand on entend Stéphanie et Jérémy nous parler de ces 4 années riches en émotions, on sent l'envie forte et partagée de continuer à écrire cette belle histoire. C'est ce que tu nous annonces officiellement aujourd'hui ?
Oui, tout à fait. Donc, comme vous l'aurez compris, nous sommes très contents du partenariat avec Jérémy et son équipe. Et donc, nous avons décidé de prolonger au-delà de 2022, donc de 4 ans supplémentaires, jusqu'à fin 2026. L'histoire avec Charal et Jérémy n'est donc pas finie. La poursuite de ce partenariat va permettre de continuer l'aventure avec notre skipper, qui est motivé, avide du dépassement de soi, donc comme on a pu le voir à travers le dernier Vendée Globe. En prolongeant son partenariat pour 4 ans, la marque Charal s'inscrit également sur le long terme sur le circuit IMOCA, avec comme ambition centrale donc, le Vendée Globe 2024, une course sur laquelle Charal s'affichera avec un bateau performant et un skipper motivé, déterminé. On l'a vu, la marque Charal, à travers le sponsoring voile, incarne son message donc vivons fort, en mettant en avant la force et le plaisir. La voile de compétition est un sport de haut niveau, avec des valeurs fortes, des retombées incontestables, qui nous permet également de mettre en avant nos valeurs d'engagement, d'esprit d'aventure et de performance. Alors Jérémy nous disait avoir découvert aussi qu'on pouvait aller chercher autre chose que la gagne dans un Vendée Globe. On sait malgré tout qu'il reste un redoutable compétiteur. On sait aussi que cette passion pour l'innovation vous anime avec Charal. Quels sont les moyens et les outils et les ambitions pour cette nouvelle campagne jusqu'en 2026 ? Alors notre objectif est toujours d'accompagner Jérémy avec un projet ambitieux, de continuer à faire rêver le grand public avec ces superbes prototypes et ces hommes hors du commun. Mais au-delà des valeurs émotionnelles et sportives, les IMOCA sont des bateaux exceptionnels, très technologiques, où l'innovation est centrale. Ce caractère innovant des IMOCA est en parfaite adéquation avec Charal, car dans le quotidien de Charal, l'innovation est au cœur de tous les jours, pour satisfaire nos consommateurs, pour leur apporter du service et du plaisir. Charal 1 était un bateau très exigeant, très innovant, avec des choix architecturaux tranchés. Et ce Vendée Globe, qui a été le premier tour du monde avec des IMOCA foiler, a été un vrai laboratoire d'expérience et de performance. L'analyse des données recueillies par Jérémy sur chaque élément du bateau, donc la carène, l'étrave, les foils, le cockpit et les voiles, ont permis à Jérémy et à son équipe d'affiner leurs attentes en termes de stabilité, de comportement du bateau et en termes de gestion de navigation. Nous sommes en phase avec Jérémy. Notre histoire commune sur le Vendée Globe ne peut pas se terminer comme ça. Jérémy veut y retourner, nous allons donc l'accompagner. Et pour l'accompagner et accompagner nos ambitions, poursuivre la découverte de nouvelles technologies et continuer d'écrire l'histoire, nous allons construire un nouveau bateau, donc Charal 2. Le Charal 2 sera un bateau plus polyvalent, toute mer, tout temps. Et ce sourire de Jérémy avec Charal 2, forcément. Jérémy, on le disait, vous avez beaucoup fait évoluer Charal 1, qui est l'un des bateaux les plus aboutis. Pourquoi avoir fait le choix de ce Charal 2 ? Est-ce que vous n'auriez pas pu optimiser le Charal 1 ? Alors effectivement, comme l'a dit Mathieu, à l'image de la marque Charal, le Charal Sailing Team est dans l'amélioration continue. Charal 1, tout le monde l'a vu, a beaucoup évolué sur ces 3 années, que ce soit en termes de forme de carène, en termes d'appendice, en termes d'aéro. Et puis il y a plein de petites choses cachées qui évoluent chaque saison. Quand je navigue, il y a toute une équipe qui travaille à essayer de trouver les idées de demain. On a estimé, avant le départ du Vendée Globe, que pour le prochain Vendée Globe, le Vendée Globe 2024-2025, on atteindrait peut-être un plafond d'optimisation sur ce bateau et que pour faire face à la concurrence potentielle en 2024, la bonne solution, c'était vraiment de construire un nouveau bateau, donc ce Charal 2 qui est d'ores et déjà en construction.
Et alors, qui dit nouveau bateau dit nouvel architecte, forcément. Est-ce qu'il sera différent de celui qui avait imaginé le char Alain? Et si oui, sur qui s'est porté votre choix? Alors, avec le même process de décision que pour Charal 1, on a décidé de consulter 4 architectes, qui sont les 4 architectes référents dans le monde de l'IMOCA, de façon très rationnelle, en demandant à chaque architecte sa vision, son concept, l'idée qu'il a de ce que doit être un IMOCA pour 2024. Et de façon très rationnelle, on a décidé de travailler avec Sam Manuard. L'architecte qui va nous rejoindre dans un instant. Merci beaucoup Mathieu pour toutes ces belles nouvelles. Je te libère et puis donc j'invite Samuel Manuard sur ce plateau. Bonjour Sam. Bonjour. Alors Jérémy, tu nous disais à l'instant que vous aviez consulté 4 architectes. Qu'est-ce qui a motivé ce choix de Sam? Il y a plusieurs choses, hein. Le côté très pro de Sam et de son équipe, de tous les ingénieurs qui l'accompagnent. Son côté avant-gardiste aussi. Et puis peut-être ce qui a fait la différence, c'est que Sam, c'est un marin talentueux et on parle le même langage. Et c'est un architecte qui va faire un bateau pour un marin. Et je crois que ça, c'était important au vu de l'analyse qu'on avait faite de la précédente campagne, et puis au vu de la façon dont notre équipe est construite aussi, avec effectivement en interne beaucoup de gens qui réfléchissent et avec lesquels, je pense, Sam est capable de dialoguer et de faire qu'on va mettre à l'eau, j'espère, un bateau qui sera compétitif d'entrée et qu'on sera capable de faire évoluer, puisqu'on est toujours dans l'amélioration continue dans les prochaines années. Alors vous avez créé une belle relation, vous vous connaissez depuis plusieurs années. Sam, raconte-nous justement comment s'est fait la rencontre avec Jérémy et qu'est-ce qui t'a motivé aussi à travailler sur ce projet? Oui, tout à fait. Donc on s'est rencontrés pour la première fois en 2006 lorsqu'on faisait des entraînements à Port-la-Forêt pour préparer la Transat AG2R. Et déjà à l'époque, il maîtrisait parfaitement le Figaro et j'avais été très impressionné par sa maîtrise du support. Ensuite, on s'est retrouvé plus dans un cadre d'archi où on a développé l'adjonction de foil sur son précédent IMOCA. Et donc là, c'était une collaboration de design. C'était très intéressant. Et puis, on en est arrivé à justement l'aider à prendre ce choix audacieux de mettre des foils sur un IMOCA, ce qui n'avait été jamais fait. Et ce qui a depuis été reproduit sur beaucoup de bateaux. Donc voilà, c'était... Et du coup, tu n'étais pas impliqué sur Charal 1, mais tu as eu un regard extérieur. Très intéressant aussi, tu as retrouvé ce Jérémy, la solitaire du Figaro, triple vainqueur, là, qui lâche rien et qui va de l'avant. Oui, exactement. C'est vrai qu'en 2020, sur Charal 1, moi j'étais très impressionné de voir... Le niveau de jeu très élevé, le fait que sur tous les départs de course, il était... Tout en maîtrise. Tout en maîtrise, le premier à être parfaitement réglé au bon cap, à la bonne vitesse. Et ça me parle beaucoup, quoi. J'apprécie ça énormément. Et du coup, je tiens vraiment à te remercier, Jérém, et à remercier Charal de m'avoir fait confiance et à d'avoir fait confiance à mes partenaires, KND, Gurit et Norse. Parce que pour nous, c'est un énorme privilège de dessiner ton prochain bateau, quoi. Et oui, on sent qu'il y a vraiment un feeling. Et puis, tu parlais quand même de cette audace aussi, avec notamment l'Occitane, qui avait marqué les esprits, Jérémy, sur ce Vendée Globe. Oui, effectivement, ce bateau a attiré tous les regards. Les bateaux de Sam, en général, ont des concepts un petit peu, pas décalés, mais très, très innovants. Et forcément, ça a attiré mon regard. C'est un bateau que j'ai beaucoup suivi avant le Vendée Globe et pendant le Vendée aussi, l'Occitane. Et on peut être architecte, on peut avoir des ingénieurs très talentueux derrière soi, être très analytique, mais aussi avoir des convictions et essayer pas de les imposer, mais de les discuter. Et voilà, je pense que c'est vraiment ça qui m'a attiré chez Sam. Il a ses convictions. Il sait où il veut aller, mais ça se fait dans l'échange et ça, c'était important pour moi. On a évidemment hâte de voir le fruit de votre collaboration. On va parler des grands choix architecturaux, justement. Alors même si vous allez me le confirmer, beaucoup de choses resteront confidentielles, messieurs. Mais parlons déjà de l'étrave. Sam, elle a été amenée à beaucoup évoluer ces dernières années sur les IMOCA. Tout à fait, oui. C'est vrai qu'on a vu une évolution des étraves ces dernières années.
Jusqu'à présent, en fait, on considérait que la longueur de la flottaison, c'était un paramètre très important dans la performance d'un bateau. Du coup, tous les bateaux avaient des étraves rasantes et profitaient d'allonger au maximum la longueur de flottaison. Or, depuis quelques années, on s'aperçoit que finalement, ce n'est pas si important que ça, et il y a d'autres phénomènes qui prévalent. Et notamment en 6,50 et en 40 pieds, ça fait déjà quelques années qu'on a commencé à tronquer et à spatuler les étraves. Alors justement, Charal 1, quand a été mis à l'eau, c'était un bateau novateur, précurseur dans l'évolution de ces étraves. Est-ce que tu peux nous porter sur ton regard d'architecte sur la toute première étrave de Charal 1 ? Oui, exactement. Donc Charal 1, lorsqu'il est sorti, c'était un bateau donc, relativement classique dans son architecture, avec une étrave rasante pour maximiser la longueur de la flottaison. Et puis, ça s'est révélé être un petit inconvénient parce que les étraves rasantes sont proches de l'eau et viennent à buter contre la mer. Chaque fois que ça bute contre la mer, c'est un petit coup de frein, mais c'est aussi quelque chose qui asperge le pont et les voiles d'eau, donc ce qui n'est pas très favorable à la vitesse. Donc il a fallu spatuler, c'est ça, le spatulage? Exactement. Ouais. Donc le spatulage, globalement, c'est tronquer un peu l'étrave, l'aplanir, mais en même temps la relever, comme ce qu'on peut voir sur une luge ou sur des skids poudreuses. Et donc une première modification a été faite avant le Vendée Globe, qui était très intéressante, était très content des résultats. Et je crois que maintenant, vous êtes en train encore un peu plus loin. Voilà, d'aller un petit peu plus loin dans cette modification-là. Ouais, justement, on peut s'attendre aussi, j'imagine, à une étrave spatulée pour Charal 2. Oui, complètement. Donc, on l'a bien vu, c'est une tendance qui a été copiée par beaucoup de concurrents du Vendée Globe. Pour Charal 2, on intègre vraiment ça au début de la conception. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va rajouter ou modifier. Ça fait vraiment partie intégrante de la conception. Et on sait que ces bateaux sont difficiles à vivre sur un Vendée Globe. C'est pas confortable du tout. Est-ce que justement le fait de concevoir cette étrave comme ça dès le départ, ça va aussi apporter un confort et dans l'ergonomie un véritable avantage? Tout à fait. Ouais. L'ergonomie et le confort, c'est un vrai enjeu de performance. Ces étraves filtrent un peu les mouvements du bateau, donc c'est assez favorable de ce point de vue-là. Donc c'est plutôt bon. Ouais. Alors on imagine qu'il va falloir de la puissance, de la finesse aussi. Comment est-ce qu'on met le curseur entre Oui, exactement. Alors qu'on cherche à augmenter au maximum la puissance des bateaux, mais on veut une puissance qui soit exploitable par un marin en solitaire dans des conditions très dures. Donc il y a une fine balance à trouver entre la finesse et la puissance. Et on sait que le Vendée Globe est un formidable laboratoire justement pour faire évoluer ces IMOCA, ces bateaux assez exceptionnels. Ils sont équipés de capteurs pour récolter des millions de données. Qu'est-ce que vous allez chercher justement, Jérémy, dans ces données et comment vous les utilisez ensuite? Effectivement, la grande chance de ce projet Charal 2, c'est qu'on travaille dans la continuité sans rupture par rapport à Charal 1. On a 3 ans d'exploitation de ce bateau-là. Et effectivement, il y a des dizaines de capteurs à bord qui ont récolté depuis 3 ans des millions de données. Alors, c'est des données de performance, évidemment, à quelle allure et avec quel réglage le bateau va le plus vite, mais aussi des données d'attitude. Et comme le disait Sam, sur un tour du monde, ce n'est pas la top speed qui fait référence et qui est importante, c'est vraiment des vitesses moyennes et des attitudes de bateau qui permettent à un solitaire d'exploiter un potentiel correct de son bateau pendant quasiment 3 mois de course. Donc ça, c'est vraiment dans le haut des préoccupations. Et l'analyse de ces données sur les 3 ans, et surtout sur ce Vendée Globe-là, nous donne des pistes très intéressantes. Et justement, sont tout dévoilés. Quels sont les grands enseignements, les pistes que vous avez travaillées? Alors, on a beaucoup travaillé sur des carènes qui puissent traverser un peu les vagues et des carènes volumineuses plus type SCO. Donc on a toujours dans cette balance entre la finesse et la puissance, voilà, on a beaucoup travaillé sur ce thème. Alors il y a aussi une contrainte qui est liée à la jauge IMOCA qui évolue régulièrement. Il y a de nouvelles règles qui ont été posées. Quelles sont justement les règles de cette jauge-là et quelles sont les contraintes qu'elle vous impose? Oui, tout à fait, la jauge évolue avec des matériaux de construction qui évoluent un petit peu dans le but d'avoir des bateaux qui soient plus résistants, plus résilients, qui vieillissent mieux. Et puis aussi un domaine très impactant au niveau de la performance, qui est une limitation ou une contrainte de la taille des foils. Donc ça, on passe énormément de temps à étudier ça.
parce que ces nouvelles contraintes nous amènent à nous poser beaucoup de questions. Comment optimiser les nouveaux foils à cette nouvelle jauge ? Les foils, et puis est-ce que justement, compte tenu de cette jauge, un choix de carène s'impose ? Comme je vous l'ai dit, on est toujours à chercher est-ce qu'on veut une carène très puissante ou une carène moins puissante qui passe mieux dans la mer. Voilà, c'est les deux pôles qu'on va explorer. Est-ce que ce sera un SCO, Jérémy ? Alors là, on sait que l'étrave risque d'être spatulée. Sam a bien dit que de façon très ouverte, on a étudié les deux types de carènes, des carènes très larges et des carènes avec des entrées d'eau un peu plus fines. Mais pour savoir si ça sera un SCO, il faudra venir à la mise à l'eau de Charal 2 en juin 2022. Et voilà. Alors on va patienter encore un peu. Est-ce que tu peux nous dire au moins quel sera le chantier qui construira ce Charal 2 ? Ouais, effectivement, la partie construction, c'est au moins aussi important que la partie design. Et c'est les chantiers CDK qui, comme pour Charal 1, a été retenu par notre équipe. On était très satisfaits de la collaboration en 2017-2018. Cette fois-ci, on ne sera pas à Port-la-Forêt, on sera à Lorient, à côté de notre base technique, donc ce qui facilitera les échanges et la présence de nos techniciens au pied du bateau à mesure qui sera construit. Et voilà, à Lorient, chez CDK, il y a de nouveaux équipements de très haute qualité, c'est de la très haute technologie, et on a entière confiance dans les équipes et dans cet équipement CDK pour nous sortir le bateau le plus abouti et le plus fiable possible. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci Sam, je vais te libérer dans un instant. Et puis nous, on va voir que justement ton équipe, des hommes et des femmes passionnés, Jérémy, travaille déjà avec Sam et travaille déjà d'arrache-pied à la conception de ce Charal 2. Alors, quelles sont les personnes impliquées dans le projet ? Quel est le timing de la construction ? C'est ce qu'on va voir avec le directeur technique de la Charal Sailing Team, Pierre-François Darny, que l'on rejoint à Lorient. Bonjour à tous, donc bienvenue à bord de la maquette de Charal 2. On est installé dans nos locaux à Lorient et on a donc cette maquette à l'échelle 1 qui est en construction depuis 4 semaines maintenant, et cette maquette va nous servir du coup à valider le plan de pont, l'organisation du cockpit, l'aménagement intérieur, le poste de bar, l'accès au winch, etc. C'est un outil qui est très important, qu'on avait déjà utilisé sur Charal 1, mais là qui a été encore plus complété de façon à avoir le moins de surprises possible une fois que le bateau sera lancé. Pour la conception de Charal 2, on s'est donc appuyé sur l'équipe de Sam Manoir, comme vous avez pu le voir, donc accompagné de Gurit, qui s'était aussi occupé de la structure sur Charal 1, Nat Shaver, qui va travailler sur le dessin des foils, et donc North Sails et KND qui appuient Sam. Côté Bayou Racing, l'équipe majoritairement est la même que pour Charal 1. On s'est tout de même appuyé sur des compétences complémentaires. Il y a notamment Charles Desnaux qui rejoint le bureau d'études qui était composé par Nico Andrieux, Héloïse Bézé et moi. Et puis Guillaume Kemelin qui va s'occuper du suivi de construction. À côté de ça, on a Martine Fischer et Mathieu Durand qui travaillent qui nous appuient aussi sur la partie, on va dire CFD, hydro au sens large. Et puis une équipe de navigants dirigée par Jérémy, et puis avec Christopher Pratt qui navigue énormément avec Jérémy, et Bertrand Passé qui nous coach lors des entraînements. Donc la construction de Charal 2 va s'échelonner jusqu'à fin juin 2022. Les formes ont été rendues début avril, donc les moules sont actuellement en construction, ils vont être livrés le 7 juillet. On travaille aussi sur la conception des foils qui va s'achever fin octobre, et du coup derrière, à partir du pontage qui devrait avoir lieu en mars, on va recevoir l'ensemble des pièces au printemps, donc notamment mât, quilles, voiles, etc. Pour une mise à l'eau le 30 juin 2022. Et voilà donc une construction qui a déjà bien débuté pour ce Charal 2 qui sera mis à l'eau, vous l'avez compris, donc à l'été 2022. On l'a vu, tu es entouré d'une équipe passionnée, d'un superbe architecte, un partenaire qui te fait confiance et t'accompagne jusqu'en 2026. D'ici là, tu vas, en attendant en tout cas la mise à l'eau de ce Charal 2, bien, tu vas continuer avec Charal 1, actuellement en chantier. Il sera remis à l'eau très prochainement. Et il y a en ligne de mire cette Transat Jacques Vabre 2021, donc en novembre. C'est une transat en
en double. Et donc, ma question, Jérémy, est-ce que tu peux nous dévoiler le nom de ton équipier, même si on a eu des petits indices? On a eu quelques indices, ouais. Je tiens à souligner que ça bosse, que ça ne s'arrête jamais et que ça bosse dans la qualité et dans le plaisir surtout. Donc c'est un plaisir, comme l'a dit Pierre-François, de travailler avec les mêmes personnes. Et ça va être un plaisir de renaviguer avec Christopher Pratt en double cette année tout au long du programme qui nous attend. Alors justement, vous allez vous aligner sur plusieurs courses d'entraînement, hein. J'ai envie de dire des courses de... Oui, effectivement. Alors, c'est toujours des courses à gagner. Et c'est toujours des courses sur lesquelles c'est important de se jauger par rapport à soi-même, son bateau, et puis par rapport à la concurrence. Donc, la première sera la Fastnet Race en août. Et la seconde, le défi Azimut en septembre à Lorient, en attendant la Transat Jacques Vabre début novembre. Une Transat Jacques Vabre sur laquelle vous nourrissez évidemment de belles ambitions. Il y a une grosse revanche à prendre avec un poteau noir qui n'a pas été tendre. Hein. Oui, on n'a pas été gâtés la dernière fois. Maintenant, ça fait partie de la course au large, la course océanique. On a forcément l'ambition de faire mieux. On était 3e la dernière fois. On espère cette fois-ci être sur le podium. On trouve encore, on va travailler pour. Et voilà, on sait que la concurrence sera rude, mais on sait qu'on a nos chances aussi. Et puis en ligne de mire, il y a donc ce Vendée Globe 2024 qui se profile et d'autres courses aussi en amont. Hein. Effectivement, un programme classique. Après la Jacques Vabre, on va embrayer avec le nouveau bateau sur la route du Rhum, puis une nouvelle Jacques Vabre avec le Charal 2 et enfin le Vendée Globe en 2024-2025. Et qu'on suivra avec évidemment beaucoup de plaisir et d'attention d'ici là. Donc la Transat Jacques Vabre, merci pour toutes ces précisions. Jérémy, tu restes avec moi. Je vais appeler Stéphanie et Mathieu à me rejoindre et on va maintenant donner la parole aux journalistes. Hein. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions via le chat et le numéro de téléphone qui vous a été communiqué.